Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de la série Python qui mord pas. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions. Cet épisode est conçu de manière à être exploitable sur les smartphones. Trois parties dans cette vidéo. Tout d'abord, la notion de fonction, puis les fonctions en Python, et enfin, en troisième et dernière partie, la portée des variables. Première partie, la notion de fonction. Qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction est un bloc de code réutilisable. Une fonction exécute un traitement particulier en accord avec le nom qui lui a été donné. Par exemple, print bonjour, c'est une fonction prédéfinie du langage. Comme son nom l'indique, print, cette fonction va afficher quelque chose dans la console. Une fonction peut être vue comme une boîte noire, une sorte de rectangle, avec éventuellement des entrées et éventuellement une sortie. Il existe deux types de fonctions en Python. Les fonctions prédéfinies du langage ainsi que les fonctions venant de bibliothèques, et deuxièmement les fonctions que le développeur écrit lui-même. Cet épisode va vous apprendre à écrire vos propres fonctions. Grâce aux fonctions, votre code sera mieux structuré, on dit qu'il sera plus modulaire. Un programme monolithique à gauche n'est pas un programme bien conçu, il est difficile à développer et surtout il sera très difficile à maintenir, c'est-à-dire à modifier parce qu'il y a un bug ou parce qu'on modifie le but du programme. Un programme bien conçu se compose de petits modules, les fonctions, et d'un programme principal qui va appeler ces fonctions. Il est à noter qu'une fonction peut elle-même appeler une autre fonction. Comment est-ce que l'on crée une fonction en Python? Deuxième partie, les fonctions en Python. Pour déclarer une fonction en Python, la syntaxe est la suivante. On utilise le mot-clé def, puis le nom de la fonction, entre parenthèses les paramètres éventuels, le caractère de point qu'il ne faut surtout pas oublier, et puis indenter par rapport à cette ligne le corps de la fonction, c'est-à-dire toutes les lignes qui constituent la fonction. Dès que l'on n'indente plus, on se trouve en dehors du corps de la fonction et c'est la suite du programme. Voici un exemple très simple. Nous définissons la fonction bonjour dont l'objectif est d'afficher dans la console tout simplement la chaîne de caractères bonjour. Comme nous venons de le voir, nous utilisons le mot-clé def suivi du nom de la fonction, ici bonjour, entre parenthèses qui ne contient rien car il n'y a pas de paramètre à cette fonction, le caractère de point, et puis indenté par rapport à cette première ligne, une instruction print tout simplement bonjour. Nous allons maintenant appeler cette fonction dans le programme principal. Bonjour, suivi de parenthèse, correspond à l'appel, et nous obtenons dans la console bonjour. Cette fonction n'a pas de paramètres et elle ne retourne aucune valeur. Notre fonction peut être représentée sous la forme d'une boîte noire qui n'a pas d'entrée, pas de sortie et qui s'appelle bonjour. Et si l'on veut déclarer un paramètre, c'est-à-dire un moyen de passer une donnée en entrée de la fonction, pour cela, il suffit de mettre quelque chose entre les parenthèses. Modifions le code de notre fonction bonjour en lui passant le paramètre nom. Def bonjour nom, et cette fois-ci, le corps de la fonction se compose toujours d'une seule instruction, print bonjour plus nom plus point d'exclamation. Nous appelons cette fonction bonjour Michel et nous obtenons dans la console bonjour Michel. Nous avons transmis, grâce au paramètre nom, une information à notre fonction. Cette fonction dispose d'un paramètre et elle ne retourne aucune valeur. Notre fonction peut être représentée sous la forme d'une boîte noire avec une seule donnée en entrée, nom, qui est donc le paramètre de cette fonction. Mais voyons maintenant un exemple un petit peu plus subtil. Nous avons toujours notre fonction déclarée, def bonjour nom, print bonjour plus nom plus point d'exclamation. Jusqu'ici, nous n'avons rien changé au code. Par contre, dans le programme principal, nous écrivons nom égale Michel, bonjour nom. Nous obtenons naturellement dans la console bonjour Michel. Mais qu'est-ce qu'il y a de subtil ici? Nous avons obtenu bonjour Michel, ça semble naturel. Oui, cela semble naturel et pourtant il y a une subtilité. Nom est utilisé ici sous deux formes différentes. Commençons par regarder ce qui se passe dans le programme principal. Nous avons écrit nom égale Michel, c'est-à-dire que nous avons déclaré une variable qui s'appelle nom et dont la valeur c'est la chaîne de caractères Michel. Puis nous avons appelé la fonction en écrivant bonjour nom. Nous avons passé en paramètre cette variable.
mais en réalité, nous allons voir que le terme paramètre est ici incorrect. Regardons maintenant ce qui se passe dans la fonction. Nous avons défini une fonction def bonjour qui a comme paramètre nom. Nom est une variable, même si on l'appelle paramètre. Et nous avons écrit print bonjour plus nom. La question à se poser, c'est est-ce que ce nom dans le programme principal, cette variable nom, et ce nom, ce paramètre, mais qui est également une variable dans la fonction, est-ce que c'est la même chose? La réponse c'est non. Il ne faut pas confondre nom dans la fonction et nom dans le programme principal. Un peu de vocabulaire. Nom dans la fonction s'appelle paramètre, même si c'est une variable, et c'est une variable, mais on l'appelle d'abord un paramètre, et nom en vert sur notre dessin s'appelle une variable. Ces deux variables ne sont pas les mêmes, et nous allons, par un exemple, voir que effectivement, ce n'est pas la même chose. Pour nous en convaincre, modifions quelque peu notre programme. Dans le corps de la fonction, 3 lignes, print bonjour plus nom point d'exclamation, puis nous modifions la valeur du paramètre en écrivant nom égale Maxime. Et de nouveau, nous imprimons print, et pour que dans la console on voit ce qui se passe, on écrit nom paramètre égale nom. Voici donc ce qui a été modifié dans la fonction. Dans le programme principal, nous écrivons nom égale Michel. Donc comme tout à l'heure, nous déclarons une variable qui s'appelle nom et qui contient la valeur Michel. Nous appelons notre fonction en passant la valeur, la chaîne de caractères, via la variable nom. Et puis après l'appel de la fonction, nous écrivons print nom variable égale plus nom. Et nous allons maintenant regarder ce qui se passe, ce qui apparaît dans la console en Python. Tout d'abord, nous obtenons bonjour Michel. C'est normal, la variable dans le programme principal, la variable verte nom égale Michel, puis l'appel bonjour nom a bien transmis comme information Michel à la fonction, et donc print bonjour plus nom plus point d'exclamation nous donne bien nom Michel. Jusque-là, rien de bien mystérieux. Puis apparaît dans la console nom paramètre égale Maxime, montrant que nous avons modifié la variable nom, mais en réalité nous avons modifié la variable en bleu, le paramètre de la fonction. Et donc la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui va apparaître en troisième ligne dans notre console Python à l'issue de la ligne print nom variable plus nom. Est-ce qu'on a pu modifier le paramètre nom? Est-ce qu'on a pu modifier la variable? On sait qu'on a modifié le paramètre, puisqu'on a vu apparaître nom paramètre égale Maxime. Mais qu'est-ce qui va apparaître comme troisième ligne dans la console? Maxime ou bien Michel? La réponse est que nous obtenons Michel. Par conséquent, on voit bien à l'aide de cet exemple très simple que nom en vert et nom en bleu sont deux entités différentes, même si elles ont le même identifiant. Nom en vert est une variable du programme principal, alors que nom en bleu, qui a pourtant le même identifiant, se comporte totalement différemment, car c'est un paramètre de la fonction. Et la fonction n'a pas modifié la variable verte, elle a simplement modifié le paramètre nom. Un peu de vocabulaire. Nom en bleu est appelé paramètre de la fonction. Nom dans le programme principal égale Michel est une variable. Et cette variable est passée en argument à la fonction. Donc ici la variable nom est passée comme argument et elle est transmise au paramètre nom. Un petit schéma pour y voir plus clair. L'argument est quelque chose qui est externe à la fonction. Ici, l'argument, la variable nom, contient la chaîne de caractères Michel. Elle est transmise, elle est copiée dans la variable nom, qui est le paramètre de la fonction, et cette fonction va utiliser ce paramètre, cette variable qui s'appelle nom. Bon, et maintenant, si on veut déclarer plusieurs paramètres. Si l'on veut déclarer plusieurs paramètres, on les sépare par des virgules. Comme le montre l'exemple suivant. Nous définissons une fonction printSum qui va afficher la somme de deux entiers n et p. Dans le corps de la fonction, nous appelons simplement la fonction print qui va se charger, moyennant une conversion des nombres en chaîne via la fonction prédéfinie str, que nous avons déjà vu dans les épisodes précédents, qui va donc afficher les deux entiers et le résultat de leur somme. Et nous écrivons printSum. Donc aussi bien dans l'appel que dans la déclaration d'une fonction, la multiplicité des paramètres se traduit par la présence d'une virgule qui sépare les différents paramètres. Dans la définition de la fonction, les différents arguments dans l'appel de la fonction. Si on veut être tout à fait correct en définissant bien paramètre, ce qui est propre à la fonction, et argument, ce
qui est propre à l'appel de la fonction. Dans ce que nous avons vu précédemment, il semble qu'il y ait la notion de portée de variable. Troisième partie, portée des variables. Commençons par les variables dites locales. Les variables locales sont définies à l'intérieur d'une fonction. Un paramètre est une variable locale, mais c'est un cas particulier. Il y a d'autres variables qui sont locales dans une fonction et qui ne sont pas des paramètres. Voici un exemple de variable locale. Nous commençons par définir une fonction ec qui reçoit un paramètre que nous appelons param1 et nous affichons la valeur de ce paramètre. Dans le programme principal, nous appelons notre fonction ec14 et nous tentons d'afficher param1, le paramètre de la fonction. Nous obtenons dans la console Python un message d'erreur nous disant que param1 n'est pas défini. Un paramètre est une variable locale, il n'est pas vu par le programme principal. Donc en résumé, les variables locales sont déclarées dans une fonction, mais elles ne sont pas visibles dans le programme principal, elles ne sont visibles que dans la fonction où elles sont déclarées. Voici un deuxième exemple de variable locale. Nous définissons une fonction que nous appelons ec, fonction dans laquelle nous déclarons une variable locale, nom, à laquelle nous affectons via le signe égal la chaîne de caractères Alice. Ceci est une variable locale, elle est déclarée dans la fonction ec. Puis nous affichons la valeur de cette variable locale. Dans le programme principal, nous appelons notre fonction en écrivant ec avec rien dans les parenthèses. Puis nous tentons d'afficher la valeur de cette variable locale. Comme tout à l'heure, nous obtenons un message d'erreur dans la console Python qui nous indique que nom n'est pas défini. Les variables locales sont donc des variables définies dans une fonction, soit comme paramètre, soit comme variable dans le corps de la fonction. Les variables locales, c'est-à-dire les variables qui sont déclarées dans une fonction, ne sont pas visibles à l'extérieur de cette fonction. Qu'est-ce que l'on appelle les variables globales? Les variables globales sont par contre définies à l'extérieur des fonctions, dans le programme principal. Et par contre, cette fois-ci, elles sont également visibles à l'intérieur des fonctions. Mais une fonction ne peut pas modifier la valeur d'une variable globale. Voici un petit dessin pour y voir plus clair. Une fonction peut lire une variable globale, mais elle ne peut pas la modifier. Et une variable globale, c'est une variable qui est déclarée en dehors des fonctions. Voici un exemple d'accès en lecture seule à une variable globale. Nous définissons la fonction bonjour, dont l'objectif est d'imprimer bonjour plus nom, mais nom n'est pas passé en paramètre, ce sera une variable globale. Cette variable globale, comme nous venons de le voir, est définie dans le programme principal. Nom égale Henri déclare à la fois la variable nom et lui affecte la chaîne de caractères Henri. Puis nous appelons notre fonction en écrivant bonjour, parenthèse ouvrante, parenthèse fermant, et nous obtenons dans la console bonjour Henri, ce qui montre bien que cette variable qui a été déclarée à l'extérieur de la fonction est visible par la fonction. Par contre, une fonction ne peut modifier la valeur d'une variable globale, elle peut simplement la lire, comme nous allons le voir sur l'exemple qui vient maintenant. Dans cet exemple, notre fonction bonjour déclare une variable nom égale Serge, qui va masquer la variable globale que nous allons déclarer dans le programme principal. Et enfin, nous affichons print bonjour plus nom dans le corps de la fonction. Dans le programme principal, nous déclarons la variable globale nom et nous lui affectons la chaîne de caractères Henri. Puis nous appelons la fonction. Dans la dernière ligne de notre programme, via l'appel de la fonction print, nous affichons la valeur de la variable nom après l'appel de la fonction bonjour. En exécutant ce petit programme, nous obtenons d'abord bonjour Serge, ce qui est assez logique puisque dans notre fonction bonjour, nous avons déclaré une variable locale et nous lui avons donné la valeur Serge. Cette variable locale en bleu qui vaut Serge masque notre variable globale en vert sur notre dessin. Nous obtenons donc bonjour Serge. Puis en appelant la fonction print nom, nous obtenons Henri. Nous constatons sur cet exemple très simple que le fait de déclarer une variable à l'intérieur d'une fonction déclare une variable locale qui masque une variable globale qui a le même identifiant. Ici, nom, l'identifiant vert désigne une variable globale qui vaut Henri, alors que l'identifiant en bleu nom est une variable locale à la fonction. Ces deux entités, ces deux variables sont complètement différentes.
Est-ce que c'est pas un peu curieux finalement? Eh bien non, et c'est même essentiel et indispensable. En effet, s'il n'y avait pas ce mécanisme, le développeur serait obligé de connaître le nom de toutes les variables globales afin de ne pas interférer avec lorsqu'il écrit une fonction. Alors, il est toujours impossible de modifier une variable globale dans une fonction. En informatique, les choses sont rarement figées, rarement impossibles, et Python permet via le mot-clé global d'interférer sur ce mécanisme. Dans ce nouvel exemple, nous déclarons une fonction bonjour dont la première ligne comporte le mot-clé global, suivi du nom de la variable globale que nous voulons identifier ici. Puis nous modifions la valeur de cette variable globale en écrivant nom égale Serge. Cette fois-ci, il ne va pas y avoir de masquage par une variable locale, car nom a été déclaré global. Elle fait donc référence à la variable qui est déclarée dans le programme principal, la variable globale nom qui sera marquée en vert dans le programme principal. Bien sûr, les couleurs sont ici totalement artificielles, elles n'ont de sens que pédagogique. Dans le programme principal, nous déclarons la variable nom, nous lui donnons la valeur Henri, et nous appelons notre fonction. Notre fonction va donc utiliser cette variable globale et va pouvoir la modifier, comme on va le voir en appelant print nom après l'exécution de la fonction. Cette dernière instruction du programme principal va nous permettre de vérifier que nous avons bien modifié la variable nom dans le corps de la fonction. Effectivement, nous obtenons bonjour Serge et nous obtenons Serge. La variable globale nom a bien été modifiée dans le corps de la fonction parce qu'elle a été déclarée globale et donc reconnue non pas comme une variable locale, mais comme une variable globale. On parle parfois de procédure au lieu de fonction. Est-ce que c'est pareil, procédure et fonction? En toute rigueur, non. En toute rigueur, une fonction et une procédure, cela ne désigne pas la même chose. Une fonction retourne une valeur, alors qu'une procédure ne retourne pas de valeur. Donc finalement, tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est programmer des procédures. Oui, passons maintenant aux vraies fonctions. Une vraie fonction, nous dirons tout simplement une fonction, retourne un résultat via le mot-clé return, un mot prédéfini du langage Python. Voici un exemple très simple. Nous déclarons une fonction dont l'unique objectif est de calculer, de retourner le carré du nombre qui lui est passé en paramètre. Def square x de point return x fois x. Cette fonction va donc retourner le carré de x. Dans le programme principal, nous écrivons x égale 2, puis x égale square de x, print x. Nous obtenons dans la console 4. L'appel d'une fonction peut être placé à droite du signe égal, à la différence d'une procédure où il n'est pas possible d'écrire une variable égale une procédure. C'est donc ce qui caractérise syntaxiquement les fonctions, on peut les placer à droite du signe égal. Peut-on donner une valeur par défaut à un paramètre, une fonction ou d'une procédure? Oui, et voici d'ailleurs un exemple très simple. Nous déclarons une fonction qui s'appelle bonjour, qui a comme objectif d'afficher dans la console bonjour, une certaine formule de politesse, et le nom de la personne. La formule de politesse, ici monsieur, est la valeur par défaut. Cela signifie que lors de l'appel de la fonction, si on ne renseigne pas la valeur de ce paramètre, cette formule de politesse ici, vaudra monsieur. Dans le programme principal, nous appelons deux fois la fonction, d'abord avec un seul paramètre, bonjour Durand, puis avec deux paramètres, bonjour Dupont et madame. Nous obtenons bonjour monsieur Durand et bonjour madame Dupont. Dans le premier appel, le paramètre D n'a pas été renseigné, il est donc renseigné par la fonction par sa valeur par défaut, la formule de politesse monsieur M. Alors que dans le deuxième appel, bonjour Dupont madame, l'appel a renseigné, a passé en argument la chaîne de caractères madame comme formule de politesse. Attention à l'ordre des paramètres. Les paramètres sans valeur par défaut doivent précéder ceux ayant une valeur par défaut. Doit-on toujours respecter l'ordre des paramètres? Oui, bien sûr, par défaut, c'est l'ordre des paramètres qui fait foi. Cela dit, le langage Python autorise malgré tout de changer cet ordre, en spécifiant via des étiquettes le nom des arguments qui doivent correspondre au nom des paramètres de la fonction. Dans cet exemple, nous déclarons une fonction print complexe qui a comme simple objectif d'afficher un nombre complexe sous sa forme algébrique, partie réelle plus partie imaginaire suivie de la lettre i. Nous écrivons donc print str de partie réelle plus un certain nombre de traitements de manière à ce que l'affichage soit correct. Dans le programme principal, nous commençons par appeler notre fonction
comme nous l'avons fait jusqu'à présent. L'ordre des paramètres est bien entendu respecté. 12 est la partie réelle, 8 est la partie imaginaire. Puis nous faisons un second appel via le mécanisme des étiquettes. Et nous écrivons partie imaginaire égale 5, partie réelle égale 2. C'est-à-dire que nous avons inversé l'ordre des arguments par rapport à l'ordre de déclaration des paramètres. Nous obtenons dans la console 12 plus 8i et 2 plus 5i, ce qui nous montre qu'il est possible, mais pas forcément très conseillé, de modifier via les étiquettes l'ordre des paramètres d'une fonction. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la programmation orientée objet en Python, un sujet vraiment très important. Si vous avez aimé cette présentation et que vous souhaitez aider la chaîne Math+1, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous pouvez liker cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous recevrez alors un message dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne. Vous pouvez partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Retrouvez la chaîne Math+1 sur Facebook, profil Math+1, sur Instagram et sur Twitter. Merci et à bientôt.